Il était 21h43, un jeudi soir, et l'immeuble de bureau du centre-ville où travaillait Mélissa était pratiquement vide. Le genre de silence stérile qui amplifie le bruit de vos propres pas. Je me tenais dans le hall en marbre, tenant un sac en papier contenant son plat taille à emporter préféré, encore chaud. Mon cœur battait la chamade, mais je gardais un sourire stable. Puis je l'ai vue. Elle est sortie de l'ascenseur à l'autre bout du hall, seule, du moins c'est ce que je pensais, jusqu'à ce qu'un homme en par-dessus bleu marine sorte quelques secondes plus tard. Ils ne se touchaient pas, mais l'espace entre semblait lourd de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Mélissa s'est figée en m'apercevant, non pas de surprise. De terreur. J'ai légèrement soulevé le sac en offrant un sourire. Je me suis dit que je t'apporterais à dîner. J'ai pensé que tu devais mourir de faim. Ses talons claquèrent sèchement alors qu'elle traversait le sol. Ses lèvres formèrent un sourire pincé et professionnel, le genre qu'elle arborait pour les clients. Robert, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de te le dire. Le dîner. C'est du curry panant, ton préféré. Elle ne regarda pas le sac. Elle ne tendit pas la main pour le prendre. Elle jeta juste un coup d'œil par-dessus son épaule, ses yeux suivant l'homme qui était déjà à mi-chemin des portes tournantes. Je n'ai pas demandé ça, murmura-t-elle. Non, en effet, dis-je. Mais je suis ton mari, pas un livreur de repas. Je pensais que peut-être voir ton visage à la fin d'une autre soirée tardive serait agréable. Ses yeux se plissèrent. Tu me surveilles. Aurais-je besoin de le faire si ton travail ne se déroulait pas toujours après 21h, en talons et avec un rouge à lèvres que tu ne portes plus pour moi? Le coup a porté. Elle ne le nia pas. Elle se contenta de redresser les épaules. C'est embarrassant, siffla-t-elle. Nous sommes dans mon immeuble de bureau. Les gens peuvent entendre. Qu'ils entendent, dis-je en me rapprochant. Peut-être qu'ils devraient. La voix de Mélissa devint basse, venimeuse. Tu n'as aucune idée à quel point ça a l'air puéril. Débarquer avec de la nourriture comme un mari de sitcom. Si tu penses que je vais expliquer ça à mon patron lundi. Lequel, ai-je lâché? Celui qui vient de sortir derrière toi ou celui qui reste dans ton téléphone sous des initiales? Sa mâchoire se crispa. Un silence à couper au couteau s'installa entre nous. Je m'en vais, dit-elle. Non, dis-je calmement. C'est moi qui pars. Je posai le sac de nourriture sur le bureau de la sécurité, intact, et je m'éloignai sans me retourner. Je n'avais pas besoin de voir sa réaction. Je pouvais sentir la chaleur de son regard me brûler la colonne vertébrale. Mais à la seconde où ses portes vitrées se refermèrent derrière moi, l'air froid du dehors me sembla être la première chose honnête que j'avais ressentie depuis des semaines. Le temps que j'arrive à la maison, je n'avais plus faim. Notre maison était silencieuse dans la banlieue, une modeste demeure à 2 étages avec une clôture blanche et une balancelle de Porsche que nous n'utilisions jamais. J'ai laissé tomber les clés dans le bol près de la porte et je suis resté là une longue minute, le regard perdu dans le couloir sombre. Je travaillais comme responsable logistique régional. Pas accent grave l'œil, mais stable. Ça payait l'hypothèque, maintenait les lumières allumées. Je préparais le café chaque matin avant qu'elle ne se réveille. Je lavais les voitures le dimanche. J'ai construit cette vie en pensant que nous la construisions ensemble. Mais quelque part en chemin, Mélissa a cessé de rentrer à la maison pour nous et a commencé à rester tard pour elle. Ce n'était pas la fin, mais c'était la fissure avant la rupture. Le lendemain matin, la cuisine était baignée de soleil, le genre qui donnait à tout un air plus chaleureux que la réalité. Le bacon grésillait sur la cuisinière, et l'odeur de café frais emplissait l'air, des conforts familiers. Mais la femme derrière le comptoir ressemblait à une étrangère. Mélissa se tenait là dans un chemisier blanc impeccable et un pantalon de jogging gris doux, fredonnant une mélodie quelconque à voix basse comme si c'était un vendredi comme les autres. Elle fit glisser 2 œufs sur mon assiette et versa mon café avec une aisance étudiée. « Bonjour », dit-elle doucement. Le sourire sur ses lèvres était trop poli pour être sincère. Je me suis dit que tu aurais faim. Je ne répondis pas tout de suite, me contentant de tirer la chaise et de m'asseoir. La fourchette me semblait lourde dans ma main. Elle s'assit en face de moi, serrant sa tasse comme si cela pouvait la maintenir stable. J'ai dépassé les bornes hier soir, dit-elle après une pause. Je n'aurais pas dû m'emporter contre toi. Je haussai un sourcil. Tu ne t'es pas seulement emporté. Tu m'as presque arraché la tête. Je sais, dit-elle rapidement,
puis elle sourit comme si cela pouvait tout arranger. Mais j'étais fatigué. Le travail a été écrasant. Je laissais le silence s'installer avant de répondre. Les nuits tardives, les réunions après les heures de bureau, les nouveaux projets, les échéances. C'est ça l'histoire, n'est-ce pas? Mélissa remua lentement son café, les yeux fixés sur le tourbillon de crème. C'est la vérité. Et l'homme de l'ascenseur? Demandai-je, en gardant un ton neutre. Elle cligna des yeux, puis posa la cuillère un peu trop vite. C'est Greg, mon directeur principal. Il venait juste chercher son manteau. Tu ne me l'as pas présenté. Tu ne m'en as pas laissé l'occasion, dit-elle, essayant un rire qui ne se forma jamais tout à fait. J'observais ses doigts, la façon dont il tripotait sa tasse, tapotant doucement contre la céramique. Mélissa n'était pas du genre à s'agiter. Elle était toujours posée, toujours en contrôle. Ce n'était pas ça. Alors, Greg est la raison de toutes ces nuits tardives récemment, demandai-je. Je viens de te le dire, dit-elle, un peu plus sèchement que prévu, puis elle adoucit son ton. Ce n'est pas seulement lui. Il se passe beaucoup de choses au cabinet. J'ai 2 stagiaires sous ma responsabilité, un rapport budgétaire en retard, et mon superviseur qui me met la pression. Je gère. Vraiment, murmurai-je. Ses yeux se levèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me penchai en arrière, l'étudiant comme si je regardais un puzzle qui ne s'emboîtait plus. Avant, je savais quand tu mentais, et maintenant je n'arrive pas à dire si tu es juste fatigué ou si tu caches quelque chose. Son expression ne se fissura pas, mais ses doigts se resserrèrent sur la tasse. Tu es paranoïaque, dit-elle doucement. Je suis désolé pour hier soir. On peut juste ne pas recommencer? Je hochai lentement la tête, poussant mes œufs dans l'assiette. Bien sûr, on peut faire semblant. Un silence s'étira entre nous, long et fragile. Dehors, quelque part, un chien aboya. Le moteur d'une voiture passa, mais ici, tout semblait suspendu. Un calme avant quelque chose de pire. Elle tendit la main sur la table, ses doigts effleurant les miens. Je t'aime, Robert. Je la regardai vraiment et dit, je sais. Je ne le lui rendis pas. Elle retira sa main comme si le contact l'avait brûlée. Puis elle se leva, porta son assiette à l'évier et commença à rincer la vaisselle comme si cela pouvait aussi laver la tension. Je restai assis là, laissant le café refroidir dans ma main, regardant la lumière du matin tomber sur le sol de notre cuisine. Pendant un instant, nous ressemblions à un couple normal, commençant tranquillement la journée. Mais sous les œufs, le café et le soleil, quelque chose d'autre remuait. Le doute, pas bruyant, pas explosif, mais constant, grandissant. Le samedi soir s'étirait lentement, drapant le quartier d'un silence teinté d'or. Notre impasse était paisible. Les tondeuses à gazon s'étaient tues, des enfants se poursuivaient en trottinette, l'odeur d'un barbecue venait de plus bas dans la rue. Et pourtant, à l'intérieur de notre maison, je comptais les secondes entre les bruits. Mélissa avait prétendu que ce serait une autre longue journée. Une semaine exigeante, avait-elle dit. Les projections de fin de mois. Tout le monde reste tard, pas seulement moi. Elle l'avait dit en attachant sa montre avec une précision rapide, les lèvres déjà glossées, les cheveux attachés juste comme il faut. Je me tenais dans le couloir, les bras croisés, la regardant prendre son manteau. Tu n'as même pas pris ton ordinateur portable, notai-je. Elle fit une pause, le manteau à mi-chemin sur un bras. Je serai sur mon téléphone si quelque chose se présente. Tu vas au bureau ou prendre un verre après? Elle me lança un regard serré. Au bureau. Robert, tu penses que je mens? Je pense que c'est samedi et que tu es habillé comme si tu allais rencontrer un client dans un salon feutré. Sa mâchoire se serra, mais elle adoucit sa voix. Je ne vais pas recommencer ça. Pas encore. Puis elle partit, ses talons claquant sèchement sur l'allée comme une ponctuation. Je restai dans le silence qui suivit, écoutant jusqu'à ce que la porte d'entrée se referme d'un clic. J'attendis près de la fenêtre, le genre d'attente qui n'admet pas qu'elle attend, observant simplement, la regardant partir sans hésitation. Elle ne se retourna pas une seule fois. Cette nuit-là, je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis assis sur le canapé du salon avec une couverture pliée sur mes genoux comme si j'étais le grand-père de quelqu'un. La télévision jouait doucement, mais je ne regardais pas. Les ombres dans le couloir semblaient plus longues qu'elles n'auraient dû.
La cuisine bourdonnait de ses bruits de réfrigérateur habituels, mais même me semblait faux, comme si la maison elle-même se déplaçait autour de moi, criant silencieusement quelque chose que je ne voulais pas entendre. Je suis monté à l'étage à un moment donné et j'ai ouvert le tiroir de sa coiffeuse. Tout était bien rangé, les rouges à lèvres classés par teinte, les pinceaux propres, les flacons de parfum à moitié utilisés. Tout cela semblait si familier, mais maintenant, c'était comme regarder les affaires d'une étrangère. Quand l'horloge sonna 22h42, j'entendis ses clés chercher la serrure. Je ne bougeais pas. Elle entra, laissa tomber son sac à main près de l'entrée et enleva ses talons. « Salut », appela-t-elle doucement. « Tu es encore debout ? » ?»« Ouais. » Elle entra dans le salon, surprise de me voir dans le noir. « Pourquoi es-tu assis comme ça ? » ?»« J'attendais, dis-je. » Elle se figea, puis croisa les bras. « Robert, je t'ai dit que nous sommes en plein rush. Ce n'est pas personnel. » « Si, dis-je en me levant, en allant à l'interrupteur et en l'allumant. Ça commence à le devenir. Tu as passé plus de temps avec ton patron cette semaine qu'avec ton mari. Elle ricana. Tu agis comme si je me faufilais en douce. Je pense que c'est ce que tu fais, dis-je platement. C'est ridicule. Tu ne m'as pas regardé dans les yeux une seule fois cette semaine. J'ai été fatigué. Tu te cachais, l'interrompis-je. Tu rentres tard. Tu sens un parfum d'un endroit où je n'ai pas été invité. Ton téléphone est toujours face contre table. Et quand je te pose des questions, tu deviens défensive au lieu d'être honnête. Ses mains se posèrent sur ses hanches. Tu te fais des films dans ta tête parce que ton ego est blessé. Le ciel nous en préserve que ta femme ait un travail exigeant. Ne fais pas ça, dis-je doucement. Ne me jette pas l'argument de la femme de carrière au visage comme si c'était un bouclier. J'ai soutenu ton travail à chaque étape. J'ai assisté à des événements de réseautage. J'ai couvert l'hypothèque quand tu as changé de cabinet. J'ai été présent. Et alors ? Ça veut dire que je t'appartiens maintenant ? Lança-t-elle. Non, dis-je. Mais ça veut dire que j'ai mérité la vérité. Et tu ne me la donnes pas, elle ne dit rien, me fixant simplement, les lèvres tremblant légèrement. Je n'ai pas insisté. Je me suis juste détourné, marchant vers les escaliers. Tu peux me mentir, dis-je par-dessus mon épaule. Mais ne te mens pas à toi-même. Derrière moi, le silence revint, plus lourd cette fois. Et à l'étage, la chambre semblait plus froide que d'habitude. Il était plus de minuit quand j'ai finalement envoyé un texto à Marcus. Debout ? Les 3 points apparurent en quelques secondes, suivis de « toujours ». Ça va ? Pas vraiment. Tu es au dîner ? Même banquette que d'habitude. Viens. 20 minutes plus tard, je me glissais dans la banquette en cuir craquelé en face de mon plus vieil ami. Marcus avait déjà commandé du café pour nous deux. Noir avec 2 sucres, comme je l'aimais depuis l'université. L'endroit n'avait pas changé depuis des années. Même mur lambrissé, même enseigne aux néons bourdonnantes qui clignotaient dans le coin. Le genre d'endroit où le temps ralentit et où personne ne vous regarde de travers si vous restez assis en silence pendant un moment. Marcus me lança un long regard, puis dit, « Alors, tu vas me dire pourquoi tu as l'air d'avoir vu toute ta vie basculer ?» J'expirai bruyamment, fixant mon café. « C'est Mélissa. »« Ouais, dit-il. » Je m'en doutais. « Elle travaille tard, commençai-je. »« Beaucoup. Elle n'arrête pas de dire que c'est un gros projet, des délais serrés, blablabla. Mais quelque chose cloche, mec. Comme quoi, demanda-t-il en se penchant en avant. Elle rentre à la maison en sentant un parfum de hall d'hôtel. Son téléphone est toujours face contre table. Et quand je me suis pointé à son bureau l'autre soir, je m'arrêtai en secouant la tête. Marcus haussa les sourcils. Tu es arrivé avec le dîner, précisai-je. Je pensais lui faire une surprise. Elle n'était pas contente de me voir. Même pas un faux sourire. Et il y avait ce type, grand, manteau parfait, le charmeur de bureau typique. Elle a dit que c'était juste son directeur. Marcus se pencha en arrière, les mains jointes sur sa poitrine. Et tu as cru ça ? Non, mais je voulais y croire. Je fixai la table en formica. J'ai essayé de lui donner de l'espace. La laisser régler ce que c'est, mais j'ai l'impression de me vider de mon sang dans ma propre maison,
et elle ne veut même pas me tendre un pansement. Marcus hocha lentement la tête. On dirait que tu attendais la permission de te sentir trahi. Ça m'a frappé plus fort que prévu. Tu penses que je suis faible? Non, dit-il fermement. Je pense que tu as espéré qu'elle te choisirait sans qu'on le lui demande, mais parfois les gens ne se ressaisissent pas d'eux-mêmes. Tu dois arrêter d'attendre qu'elle réalise ce qu'elle est en train de perdre. Je sirotais mon café en silence. Il était amer, chaud et réconfortant. Marcus continua, écoute, mec. Tu as toujours été le type fiable, celui qui arrange tout, le gars qui aplane les difficultés. Mais peut-être qu'il est temps d'arrêter de colmater les fissures et de commencer à te demander pourquoi les choses se brisent en premier lieu. Je le regardais, le front plissé. Qu'est-ce que je suis censé faire? La confronter à nouveau? Lui donner un ultimatum? Non, dit-il calmement. Reprends ton terrain, ton temps, ta dignité. Commence par décider ce que tu veux. Si elle te trompe, c'est son problème. Mais toi, c'est à toi de décider combien de temps tu es prêt à vivre dans le doute. Je ne répondis pas tout de suite. Le faible bourdonnement du dîner et le cliquetis des assiettes en arrière-plan me donnèrent juste assez d'espace pour réfléchir. Peut-être que j'ai été trop passif, murmurai-je. Marcus hocha la tête. Voilà. Et si je la confronte et qu'elle n'avoue pas, alors quoi? Il haussa les épaules. Alors tu agis comme l'homme qui connaît la vérité, pas comme celui qui espère encore qu'on lui prouve le contraire. Un silence s'installa de nouveau entre nous, mais il était différent maintenant. Pas lourd, pas tranchant, juste honnête. Pour la première fois depuis des semaines, je sentis quelque chose s'ancrer en moi. Pas de la colère, pas de la peine, de la clarté. Elle ne va pas l'admettre facilement, dis-je. Non. Et je n'attendrai plus ça. Voilà, dit à nouveau Marcus. Un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. Nous avons fini notre café dans cette vieille banquette sous la lumière bourdonnante. Le monde à l'extérieur du dîner n'avait pas changé. Même rue calme, même lampadaires épars. Mais moi, j'avais changé. Je n'étais plus l'homme qui mendiait des réponses. J'étais l'homme prêt à agir sans avoir besoin de permission. Le dimanche matin, la lumière du soleil se déversait sur le parquet, se reflétant dans la vapeur qui s'échappait de 2 tasses de café. Je me tenais à l'évier en train de rincer une assiette quand Mélissa entra pieds nus, les cheveux encore humides de la douche. Ça sent cet horrible mélange à la noisette que tu aimes, taquina-t-elle en offrant un léger sourire. Je hochai la tête mais ne le lui rendis pas. C'est mieux que le silence que nous avons bu toute la semaine. Elle se raidit juste un instant, mais fit comme si de rien n'était. Écoute, Robert, si c'est une autre discussion sur mon emploi du temps, on peut éviter? Non, dis-je calmement. Je m'essuyai les mains et me tournai pour lui faire face. Il ne s'agit pas de ton emploi du temps. Il s'agit de tes choix. Elle s'assit à l'îlot, levant sa tasse. D'accord, je t'écoute. Je restai debout. Je veux que tu quittes ton travail. Sa main s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Quoi? J'ai fait les calculs. Nous nous en sortons plus que bien avec mon seul revenu. Ça a toujours été le cas. Ton salaire n'est pas la raison pour laquelle nous vivons confortablement. Alors, si ce travail coûte notre mariage, je veux que tu t'en ailles. Mélissa rit, mais ce n'était pas un rire amusé. Waouh. Juste comme ça, hein? Tu veux que je donne ma démission comme si j'étais une femme au foyer qui s'ennuie? Je veux que ma femme rentre à la maison le soir. Je veux arrêter de me demander avec qui elle est. Si ton travail n'est pas le problème, alors ça ne devrait pas en être un. Son expression changea, elle ne souriait plus. Tu penses que c'est une question d'argent, lança-t-elle. Tu penses que je suis là-bas pour un chèque de paie? Je pense, dis-je doucement, que tu es là-bas pour quelque chose dont je ne fais pas partie. La pièce devint silencieuse. Nos cafés refroidissaient, intacts. Tu veux me contrôler, siffla-t-elle. Je veux la paix, répondis-je. Et je propose une solution. Mélissa était maintenant debout, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Tu n'as pas à décider qui je suis, Robert. Tu n'as pas à me dire où j'ai le droit d'avoir un but. Il ne s'agit pas de but, Mel. Il s'agit de confiance. Et si ton travail continue de voler ton temps, ton énergie, ton attention?
Je ne vais pas rester assis ici à prétendre que tout va bien. J'aime qui je suis au travail, lança-t-elle. Je suis doué pour ça. J'y ai de l'importance. Tu as de l'importance ici aussi, dis-je. Mais pas si tu n'es qu'un fantôme qui passe à minuit. Elle me regarda alors, me regarda vraiment, et je pus le voir. La culpabilité derrière sa colère, la peur derrière sa fierté, mais elle n'était prête à se rendre à aucune des deux. Au lieu de cela, elle attrapa sa tasse et se détourna. Cette conversation est terminée. Non, elle ne fait que commencer, dis-je, ma voix basse mais stable. J'en ai assez de marcher sur des œufs autour de tes humeurs. Soit tu nous choisis, soit j'arrête de choisir d'attendre. Elle ne répondit pas, sortit simplement, ses pas secs contre le carrelage. La maison était de nouveau silencieuse, mais ce n'était pas le même silence qu'avant. Celui-ci avait un poids. Il sonnait comme une ligne tracée dans la pierre. Mercredi soir, je suis rentré tôt. Je ne sais pas pourquoi, peut-être une intuition, mais je voulais être dans la maison avant elle. Le silence disait toujours plus de vérité que sa voix. J'étais assis à la table de la salle à manger, l'ordinateur portable ouvert mais intact, quand Mélissa entra par le garage. Ses talons claquèrent dans ce rythme familier sur le carrelage, et elle lança nonchalamment, « Salut, j'ai apporté des sushis. » Je fermai l'ordinateur portable. Elle apparut dans l'embrasure de la porte tenant un petit sac blanc, ses cheveux relevés en une pince, le téléphone encore allumé dans son autre main. « Fin » demanda-t-elle. « Assieds-toi. » Elle cligna des yeux, légèrement décontenancée. « D'accord. » Elle posa les sushis sur la table et s'installa lentement dans la chaise en face de moi. Je la regardais poser son téléphone, face visible cette fois, comme si c'était une offrande de paix. Elle glissa une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille et sourit. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu pars en voyage. » Son sourire s'effaça. « Pardon ? » Je me penchai en arrière dans ma chaise. « J'ai entendu ton message vocal hier. Celui que tu n'as pas réalisé que tu avais mis sur haut-parleur. Quelque chose à propos de confirmation d'hôtel. Sacramento. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, prises entre un mensonge et un rire. « C'est juste une conférence. 3 jours. Nous présentons les chiffres trimestriels à la branche de la côte ouest. Ce n'est pas un secret. C'est drôle comme ça n'a pas été mentionné au petit déjeuner, dis-je platement. » Elle haussa les épaules. « C'est le travail, Robert. Pas une escapade romantique. » Je hochai lentement la tête. « Alors écoute-moi bien. » Elle se redressa. « Si tu pars pour ce voyage, dis-je, c'est fini entre nous. » Les mots tombèrent comme une assiette brisée. Tranchant, définitif, indéniable. Elle me regarda, interloquée. « Qu'est-ce que c'est ? Une menace ? » « Non, c'est de la clarté. » Mélissa ricana en se levant. « Tu es ridicule. » « Je suis honnête. Je ne joue plus à faire semblant. Si tu franchis cette porte pour un voyage dont tu n'avais pas l'intention de me parler, alors je considérerais ça comme ton choix. Mon travail, commença TL. Ton travail nous a tout coûté sauf un chèque de paie, l'interrompis-je. Je me fiche de Sacramento. Ce qui m'importe, c'est que tu ne m'en aies pas parlé. Elle se tourna, attrapa son manteau sur le crochet. Tu ne me possèdes pas, Robert. Je n'ai jamais essayé. J'attendais juste un partenariat. Du respect. Elle arracha son sac à main de la table. Tu penses que tu vas me forcer à quitter ma carrière ? À rester à la maison commune. Il ne s'agit pas de ta carrière, dis-je fermement. Il s'agit de la façon dont tu as réécrit les règles sans me le dire. Ses doigts se resserrèrent sur la sangle de son sac. Alors c'est ça. Tu me donnes un ultimatum, et je suis censé me rendre. Non, dis-je doucement. Tu es censé décider. Elle me fixa, les narines dilatées, la mâchoire serrée, puis laissa échapper un rire amer et enfila son manteau. Eh bien, décision prise. Elle se dirigea d'un pas furieux vers la porte. Je ne la suivis pas. Sa main s'arrêta sur la poignée une demi-seconde. Peut-être s'attendait-elle à ce que je la supplie, que je m'adoucisse ou que je l'arrête, mais je suis resté assis là, laissant le silence grandir. Puis elle ouvrit la porte et partit. Le couloir résonna du claquement. Et juste comme ça, je sus que ce n'était plus seulement un voyage. C'était la ligne,
et elle avait choisi son camp. Vendredi matin, le ciel était gris, le genre de gris qui rend tout plus froid. Je n'ai pas pris l'autoroute pour aller travailler. J'ai tourné vers l'est, passant devant la station-service, la boulangerie que Mélissa aimait autrefois, et jusqu'au centre-ville, où les rues sentaient le trafic matinal et le café de la veille. Le cabinet d'avocat était au 5e étage. Immeuble propre, ascenseur silencieux, porte en verre dépoli qui ne grinçait pas en s'ouvrant. Je n'ai rien ressenti en entrant. La réceptionniste m'a salué poliment. Monsieur Weston. J'ai hoché la tête. Vous avez rendez-vous avec Monsieur Decker aujourd'hui. Par ici. La salle de conférence ressemblait à tous les autres cabinets d'avocats que j'avais jamais vus. Table impeccable, pile de papier, 2 chaises trop raides pour être confortables. Les murs étaient nus, à l'exception d'une peinture générique d'un lac qui aurait pu être n'importe où. Thomas Decker me serra la main. Poignée ferme. Milieu de la quarantaine. Yeux calmes. J'ai examiné les notes de votre dossier. Vous demandez un divorce sans faute. Oui, dis-je. Différends irréconciliables. Il hocha la tête. Avez-vous, vous et votre femme, des enfants? Non, juste du temps et des biens. Et les biens sont-ils importants? Pas vraiment. Une maison payée à mon nom, héritée de mon père. Il prit une note. Cela simplifie les choses. Des comptes joints. Pas depuis le mois dernier. J'ai séparé mes finances. D'autres hochements de tête. D'autres gribouillis silencieux. Il fit glisser une liasse de papier sur la table. Ceci expose les termes de base. Nous aurons besoin de sa signature pour procéder à l'amiable. Sinon, cela pourrait aller au tribunal. Je lui remettrai les papiers moi-même, dis-je. Elle est hors de la ville. Il leva les yeux. C'est autorisé, mais la plupart des gens choisissent un huissier de justice. Je ne suis pas la plupart des gens, dis-je. Il n'insista pas. Nous avons parcouru le reste des documents lentement. Mes mains bougeaient avec une précision stable, signant, paraphant, tournant les pages. Le stylo n'hésita jamais. Pas d'émotion, pas de nervosité, juste du calme. Le seul son était le bourdonnement sourd de la ventilation au plafond et le grattement de ma signature. Ensuite, je suis sorti dans le vent et j'ai levé les yeux au ciel. Toujours gris, toujours froid. Ça correspondait exactement à ce que je ressentais. De retour dans la voiture, j'ai ouvert l'application Zillow, affichant l'annonce que j'avais déjà commencé à créer la veille. 3 chambres, 2 salles de bain, quartier calme, belle structure, rien à refaire. Prix attractif pour une vente rapide. J'ai fixé le prix à 70 000 $ sous la valeur du marché. Je savais qu'elle se vendrait en quelques jours. Mélissa aimait cette maison. Elle disait souvent qu'elle lui donnait un sentiment d'ancrage, de sécurité, comme si elle avait enfin réussi. Mais ce n'était pas sa maison. C'était la mienne. Un cadeau de mon père avant son décès. Titre de propriété uniquement à mon nom. Je l'ai laissé la traiter comme si c'était la nôtre parce que c'est ce que fait l'amour. Mais ce n'était plus ça. J'ai cliqué sur « Publier l'annonce ». Le dimanche, 3 acheteurs m'avaient contacté. L'un voulait une visite virtuelle. Un autre demandait s'il pouvait emménager avant la signature. Le troisième offrait le paiement comptant sur le champ si je retirais l'annonce du marché aujourd'hui. Je n'ai pas encore répondu, non pas parce que j'avais besoin d'y réfléchir, mais parce que je voulais que ce soit moi qui lui annonce. Il manquait encore une signature sur ses papiers de divorce, et je voulais qu'elle les signe dans la maison qu'elle pensait être la sienne pour toujours. Mardi après-midi, j'étais de retour dans la même chaise froide en face de Thomas Decker, parcourant les documents mis à jour pendant que l'horloge sur le mur faisait un bruit trop fort. Mélissa avait été notifiée. Aucune signature n'était encore arrivée, mais elle avait vu l'annonce. Ça, j'en étais sûr. Vous avez agi vite, dit Decker en ajustant ses lunettes. La maison, elle est déjà sous contrat. L'offre est arrivée dimanche, dis-je. Acheteur au comptant. Prêt à signer dans la semaine. Decker ne sourit pas, ça va poser un problème. Je levai les yeux. Pourquoi? La maison est à moi. C'est dans les papiers. Hérité. Pas de propriété conjointe. Pas de gage. Rien ne la lie à elle. Il tapota la première page avec un doigt ferme.
correct. Mais dans certains États, et le nôtre en fait partie, les biens matrimoniaux incluent les propriétés acquises ou entretenues pendant le mariage. Même si elles sont légalement détenues par une seule partie. Elle y a vécu. Vous y avez vécu tous les deux. Cela pourrait lui donner un fondement juridique pour contester la vente. Je me penchai en arrière, les mots s'abattant comme des briques sur ma poitrine. Vous êtes en train de me dire que je ne peux pas vendre ma propre maison. Je dis que si le juge estime que la maison a été traitée comme un bien matrimonial partagé, même de manière informelle, il pourrait argumenter que la vendre avant la résolution du divorce constitue une dissipation d'actifs. Mes yeux se plissèrent. C'est tiré par les cheveux. Cela dépend du juge, dit-il. Mais si elle insiste, et elle pourrait le faire, la vente pourrait compliquer la division. Au mieux, retarder la procédure. Au pire, vous coûter cher. J'expirai par le nez, calmement. Que recommandez-vous? Decker croisa les mains. Retardez la vente. Retirez l'annonce. Attendez que le jugement soit définitif. Non, dis-je. Il cligna des yeux. Robert. J'ai dit non. Je me penchai en avant, la voix stable, mais plus tranchante qu'auparavant. Elle est partie. Elle a tout laissé derrière elle comme si c'était jetable. Comme si j'étais jetable. Et maintenant? Elle ne va pas revenir dans cette maison comme si elle était encore la sienne. Je comprends que vous vouliez marquer le coup. Il ne s'agit pas de marquer le coup. Il s'agit de tourner la page. Cette maison est un chapitre dans lequel je ne vis plus. Je ne vais pas mettre ma guérison en pause pour qu'elle puisse jouer la victime plus tard. Il hocha lentement la tête. Alors nous procédons en connaissant le risque. Si elle conteste, qu'elle le fasse, dis-je. Qu'elle essaie d'expliquer à un juge pourquoi elle mérite une part de quelque chose qu'elle a abandonné sans préavis. Decker ne discuta plus. Il gribouilla une note, fit glisser le papier pour que je le signe. Mais alors que je posais le stylo sur la page, une lueur de regret me traversa. Pas pour la vente, mais pour la rapidité avec laquelle j'avais besoin de la faire. J'avançais comme un homme en feu, nettoyant les décombres avant même que la fumée ne se soit dissipée. Pourtant, j'ai signé. Je fais toujours ce que je dis. Et quand je suis sorti de ce bureau, le vent me parut plus vif qu'auparavant, comme s'il savait que les choses allaient devenir plus compliquées. J'ai remonté la fermeture de ma veste, enfoncé mes mains dans mes poches, et je ne me suis pas retourné. Quoi qu'elle pense l'attendre à son retour, ça ne serait plus là. C'était un vendredi après-midi quand je l'ai vu remonter l'allée. Un taxi attendait au bord du trottoir. Mélissa en est sortie dans un manteau gris, des lunettes de soleil sur la tête, tirant une valise bleu marine derrière elle comme si elle revenait de vacances, et non d'avoir détruit notre mariage. Elle avait cette même posture désinvolte que j'avais vue tant de fois, celle qu'elle utilisait quand elle voulait prétendre que les choses n'étaient pas brisées. Son sourire apparut dès qu'elle me vit debout sur le pas de la porte. « Waouh » dit-elle vivement. « Tu es rentré tôt. » Je ne lui rendis pas son sourire. Elle ralentit alors, observant le porche. Comment le paillasson avait disparu. Les plantes en pot qu'elle avait arrangées au printemps dernier, introuvables. Juste des marches propres et un seuil nu. Quelque chose a changé, dit-elle, essayant de paraître amusée. Je tenais l'enveloppe dans ma main, épaisse de finalité juridique. Elle atteignit la première marche et pencha la tête. « Je peux entrer ? » « Non, dis-je calmement. Tu ne vis plus ici. » Cela effaça le sourire de ses lèvres. « Pardon » demanda-t-elle. Mi-rire, mi-menace. Je lui tendis l'enveloppe. « C'est pour toi. Les papiers du divorce. Officiels maintenant. Signifiés. » Elle ne les prit pas, tu plaisantes. Non. Le vent poussait doucement son manteau. Sa main se resserra sur la poignée de la valise. Tu penses que tu peux simplement décider ça sans même me parler? Je t'ai parlé, dis-je. Tu as juste continué à marcher. Sa bouche s'ouvrit pour argumenter, mais je continuai avant qu'elle ne le puisse. Et la maison, ajoutai-je. Vendue. Acheteur au comptant. Signature la semaine prochaine. Mélissa cligna des yeux comme si je l'avais giflée. Qu'est-ce que tu veux dire par vendu? Je veux dire qu'elle n'est plus à nous. Ni à toi. Elle ne l'a jamais été légalement. Je t'ai juste laissé croire que si.
tu as vendu la maison, répéta TL, la voix montant, sans me le dire. Je ne bougeais pas. Pourquoi t'aurais-je parlé d'une maison où tu n'as pas dormi depuis plus d'une semaine? Elle s'approcha, le feu dans les yeux maintenant. C'est mesquin, Robert. Non, dis-je. C'est de la clarté. Elle regarda par-dessus mon épaule vers l'intérieur, espérant peut-être y voir une trace de la vie que nous avions construite. Mais le couloir était à moitié vide. Des cadres photos vides, un tapis enroulé, l'odeur de nettoyant au citron qui flottait dans l'air. Tu n'es pas sérieux, dit-elle à nouveau, mais cette fois, sa voix se brisa légèrement. Je lui tendis de nouveau l'enveloppe. Lis les papiers ou non. Mais la vente est réelle. Les documents sont déposés. Ça arrive. Sa main se tendit lentement, non pas pour les papiers, mais pour le cadre de la porte, comme si elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose de solide. Je viens de rentrer, Robert, murmura-t-elle. J'allais te parler de tout. Tu as eu toutes les chances, dis-je. Et chaque fois que j'ai attendu, tu as choisi quelqu'un d'autre. Elle laissa tomber sa valise. Alors c'est ça, dit-elle, la voix tremblante maintenant. Tu as juste décidé que tu en avais fini avec moi? Non, dis-je. C'est toi qui l'as décidé quand tu es parti en sachant ce que ça signifiait. Nous restâmes en silence un instant. Puis sa voix redevint tranchante. Tu penses que ça arrange tout? Tu penses que vendre la maison fait de toi le héros de cette histoire? Non, répondis-je. Mais ça me rend libre. Son visage se tordit quelque part entre la fureur et l'incrédulité. Tu me punis. C'est tout ce que c'est. Non, dis-je posément. C'est moi qui refuse d'être puni plus longtemps. Mélissa baissa les yeux, puis me regarda à nouveau, le poids de la situation l'atteignant enfin. Il n'y avait pas de clé qu'elle pouvait utiliser. Pas de porte qu'elle pouvait encore franchir. Elle se pencha lentement pour ramasser sa valise, mais ses mains tremblaient. Je vais me battre, dit-elle. Je fis un petit signe de tête. Je sais. Elle prit les papiers cette fois, les pliant avec un soin qui ressemblait plus à une retraite qu'à un défi. Et puis elle se tourna. Elle ne claqua pas le portail en partant. Elle ne cria pas. Elle redescendit simplement le chemin, d'un pas plus lent qu'à son arrivée. La valise cliquetant doucement derrière elle, les papiers serrés contre sa poitrine comme une blessure qu'elle ne savait pas encore comment cacher. Je suis resté là sur le porche longtemps après qu'elle a disparu de ma vue. Le vent était plus froid maintenant, mais je ne m'étais jamais senti aussi stable. Le tribunal était froid, non pas à cause de l'air, mais de ce qu'il contenait. De longs bancs, des murs solennels, une juge qui avait l'air d'avoir vu toutes les formes de trahison connues de l'homme. Mélissa était assise à la table adverse, vêtue d'une douceur étudiée, chemisier beige, chignon bas, pas de bijoux. Le genre de look qui dit « je suis inoffensive ». J'ai été lésé. Son avocat, un homme grand aux dents trop blanches, brassait des papiers comme s'il s'agissait d'armes. Je n'avais pas amené de foule, juste moi, mon avocat, et un dossier. La juge Cavanaugh s'éclaircit la gorge. Nous sommes ici pour traiter de la contestation de la vente d'un bien matrimonial. Maître, la parole est à la défense de Madame Weston. Son avocat se leva, plein d'une retenue théâtrale. Votre honneur, ma cliente a été prise de court par la vente précipitée de la maison qu'elle partageait avec Monsieur Weston depuis plus d'une décennie. Bien que le titre de propriété le désigne comme seul propriétaire. La maison était leur résidence conjugale. Elle avait toutes les raisons de croire qu'elle resterait partie intégrante des biens communs. Mélissa acquiesçait, les lèvres pincées, les yeux brillants. Puis ce fut notre tour. Mon avocat se leva et posa une seule page devant la juge. Votre honneur, pièce A, l'acte de propriété, qui montre que le bien a été transféré uniquement à Monsieur Weston par son défunt père 8 mois avant leur mariage. Il n'a jamais été en copropriété, jamais refinancé conjointement, et tout l'entretien a été payé depuis le compte personnel de Monsieur Weston. La juge y jeta un œil, les sourcils levés. De plus, poursuivit mon avocat, pièce B, une lettre notariée de l'avocat de la succession confirmant que le don était un héritage individuel, et non un bien matrimonial. L'avocat de Mélissa se tortilla sur sa chaise. Mélissa elle-même resta figée. La juge regarda par-dessus ses lunettes. Madame Weston, étiez-vous au courant que la propriété avait été héritée uniquement par votre mari? Mélissa hésita. Il a toujours dit que c'était notre maison.
Mais légalement, insista la juge. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Avez-vous un document suggérant que votre nom a déjà figuré sur le titre de propriété, l'hypothèque ou l'acte? Non, admit-elle, d'une voix à peine audible. La juge hocha la tête. Alors je ne vois aucun motif pour bloquer la vente. Mais ça ne s'arrêta pas là. L'avocat de Mélissa tenta une dernière charge désespérée. Nous souhaitons demander une considération sur la base de dommages moraux et de tromperie. Ma cliente a été amenée à croire. Je me levai. Permission de parler, votre honneur. La juge cligna des yeux, puis fit un signe de tête. Allez-y. Je me tournai vers Mélissa, mais ma voix était stable et destinée à la salle. Votre honneur, il y a bien eu tromperie. Mais pas de ma part. Cette femme a passé des mois à cacher où elle allait la nuit. Elle a franchi toutes les limites que je lui avais demandé de ne pas franchir. Et elle ne conteste pas la vente parce qu'elle a perdu une maison. Elle la conteste parce qu'elle a perdu le contrôle. Un silence tendu emplit la salle. Puis la juge regarda Mélissa. Est-ce vrai? Et c'est là que ça a craqué. Sa contenance, son silence, toute sa défense. Une larme coula sur sa joue avant qu'elle ne puisse l'arrêter. J'avais une liaison, murmura-t-elle. Avec mon patron. Son avocat se figea. La salle aussi. La juge Cavanaugh referma le dossier. La motion de contestation de la vente est rejetée. Le divorce se poursuivra tel que déposé. L'audience est levée. Je n'ai pas célébré, mais je suis sorti la tête haute. Elle ne m'a pas suivi. C'était un samedi matin à la fin du printemps quand je me suis retrouvé à marcher dans le parc de Cedar Grove avec un café à la main et rien d'urgent en tête. Les arbres étaient de nouveau pleins, lourds de verre, et l'air avait cette quiétude matinale et propre qui me manquait autrefois quand la vie semblait plus lourde. Je vivais à 10 rue de la Maintenant. Un petit appartement au-dessus d'une librairie. Rien d'extraordinaire, mais il faisait face au lever du soleil. C'était plus important pour moi ces jours-ci. Pas d'écho dans le couloir. Pas de parfum qui s'attarde dans les cadres de porte, juste mon espace, mon rythme. Je me suis assis sur un banc près du sentier, regardant un golden retriever sprinter après une balle de tennis comme s'il sauvait le monde. Le chien dérapa dans l'herbe, attrapa la balle avec joie, puis se retourna vers sa propriétaire, une femme en jean, basket, et une queue de cheval qui avait clairement perdu la bataille matinale avec le vent. Elle cria en riant, « Milo, n'embête pas les étrangers. » Trop tard. Le chien trotta droit vers moi et laissa tomber la balle de tennis trempée près de mon pied comme si nous étions amis depuis des années. J'ai ri. Persistant, le petit gars, n'est-ce pas? La femme arriva en courant, essoufflée et souriante. Il suppose que tout le monde est là pour lui. Honnêtement, dis-je, il a peut-être raison. Elle sourit, écartant une mèche de cheveux de son visage. Je suis Nora. Robert. Nous nous sommes serrés la main juste un instant, mais il y avait quelque chose de naturel là-dedans. Facile. Milo vous aime bien, dit-elle. Alors nous partons sur de bonnes bases. Elle ne se précipita pas, et je n'offris aucune phrase toute faite. Nous sommes restés là 1 minute, un café dans une main, la laisse dans la sienne, tous deux regardant le chien essayer de creuser un trou dans une parcelle d'herbe parfaitement respectable. Après un instant, elle me regarda et dit, « Vous habitez dans le coin ?»« Oui, je viens d'emménager il y a quelques mois. »« Nouveau départ, dit-elle. J'ai hoché la tête. « Oui, et pas du genre qui laisse de la fumée derrière eux. » Elle sembla comprendre plus que je n'en avais dit. Nous avons fini par faire le tour du parc ensemble. Rien de sérieux, juste une conversation facile, des blagues sur l'obsession de Milo pour les écureuils. Des rires discrets, pas de pression. Quand nous avons atteint la fontaine près de la sortie du parc, elle sourit à nouveau et dit, « Même heure la semaine prochaine ?» J'ai fait un petit signe de tête. Oui, ça me plairait. Et alors qu'elle s'éloignait, Milo trottant à ses côtés, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'histoire ne portait pas sur ce que j'avais perdu. Elle portait sur ce que j'avais finalement laissé partir pour être assez libre de commencer quelque chose de vrai. Et c'était la fin de l'histoire. Je pense encore au moment où Mélissa se tenait sur ce porche, valise à la main, après tout. Et comment, même alors, elle a presque fait comme si de rien n'était. Elle est partie quand même. Alors dites-moi ceci.
Quand Mélissa a choisi de partir pour ce voyage d'affaires en sachant ce qui était en jeu, a-t-elle fait ce qu'il fallait ou simplement ce qui l'arrangeait sur le moment? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.